Nous allons aujourd'hui nous poser la question de ce que c'est que la philosophie. À titre introductif, la philosophie cherche évidemment une définition, mais elle la cherche bien plus que les autres disciplines. On peut dire que peut-être toute la philosophie se pose la question de savoir ce qu'elle est et cherche sans cesse à se redéfinir. Et cela est particulier par rapport à d'autres disciplines comme les mathématiques qui bien sûr évoluent mais ne posent pas sans cesse la question de savoir ce qu'elles font ou le sens de leur propre procédé. La philosophie donc est une science humaine qui date de l'Antiquité. Quant à sa naissance, on peut dire qu'elle est grecque, avec Platon, avec Socrate, mais aussi avec les présocratiques, Héraclite, etc. Et elle se définit d'emblée comme un dialogue, comme un dialogue vivant au travers duquel la pensée s'approfondit. Platon dit même que la pensée est un dialogue de l'âme avec elle-même. Penser de manière véritable, ce serait donc être deux. Ce serait s'interpeller, donc se moquer de soi, se mettre à distance de soi, s'interpeller, s'invectiver, essayer donc de se dépasser ses propres convictions. Toute copie de philosophie doit donc dialoguer, non seulement avec les grands penseurs de la philosophie, mais aussi avec des personnages fictifs, avec des personnages historiques, avec des personnages de la réalité, Monsieur Tout-le-Monde, qui incarne la doxa, c'est-à-dire l'opinion commune. La philosophie, donc, dans son dialogue, dans ce dédoublement, naît d'une crise. La crise est à la fois un questionnement et aussi la possibilité d'un renouvellement. Elle permet de rejouer les cartes, de rebattre le jeu pour redéfinir les règles du jeu. Elle naît d'un doute, elle naît d'un blanc, comme dit Alain, le philosophe Alain du XXe siècle. Elle naît d'un dilemme, d'un moment de pause dans la vie de tous les jours. Elle naît aussi d'un étonnement, donc elle est un étonnement, c'est Aristote qui le dit, face au monde, un étonnement renouvelé, comme celui des enfants. Pourquoi l'État a-t-il pour finalité de protéger les citoyens? Est-ce que c'est sa finalité véritable? Est-ce que ce que l'on m'a mis dans la tête depuis le début, par rapport par exemple à ce que c'est que l'argent, sa valeur, est-ce que cela vaut pour moi? Donc, toute autre question qui peut susciter un doute, skepsis en grec, faire naître une phase de scepticisme, donc de questionnement, est propice à la philosophie. Deuxièmement, la philosophie est une discipline invitant à prendre du recul sur nos préjugés. Bien sûr, si on doute, c'est que l'on va mettre à distance un certain impensé, c'est-à-dire des jugements que l'on a hérités de la tradition de la vie en commun et qui soudain nous posent problème. Le philosophe Michel Foucault, un philosophe français du XXe siècle, dit que en fait, il faut toujours s'interroger sur les épistémés. Ce qu'il appelle épistémés, ce sont des réseaux de connaissances, des réseaux de savoir qui, à un moment donné, à un endroit donné, permettent de faire comme une constellation qui guide en fait ce que pensent les gens, la manière dont ils parlent et la manière dont ils agissent. Et souvent, on ne se rend pas compte que beaucoup de manières de penser, de parler et d'agir relèvent de notre épistémé. Il est évidemment difficile d'indiquer ce que c'est que l'épistémé contemporaine car nous manquons de recul. Mais nous pouvons faire l'archéologie, c'est-à-dire la généalogie, d'autres épistémés plus anciennes pour voir à quel point nos pensées tiennent à une certaine tournure, en fait, pourrait-on dire, propre à une époque donnée, dans un pays donné, à un moment donné. Et donc, il peut être utile de montrer l'historicité de la pensée pour prendre une distance critique par rapport à nos préjugés. Le sociologue Pierre Bourdieu, du XXe siècle français, lui pense en termes d'habitus culturels, c'est-à-dire en tant que sociologue, il accentue l'importance de l'appartenance à un cercle social, à une classe sociale. Par exemple, un enfant qui n'est jamais allé à l'opéra ne va pas se déplacer dans un opéra de la même manière qu'un enfant qui a été accoutumé. Un enfant qui est allé au théâtre souvent ne va pas se déplacer de la même manière, ne va pas regarder les mêmes choses. De même, au musée, peut-être qu'il faudra apprendre à certains à se taire, par exemple, ou à ne pas toucher les œuvres. Et donc, d'après la thèse de Bourdieu portant sur l'habitat kabyle,
il faut parler d'un espace symbolique et d'un temps symbolique qui sont nourris en fait par notre vie sociale. Donc faire de la philosophie, c'est se rendre sensible à ces habitus, les détecter et donc voir comment ils nous déterminent pour ensuite pouvoir évidemment les critiquer. Le terme de critique vient de krinein en grec qui signifie à la fois passer au crible, mais aussi faire le tri, mais aussi discerner entre l'essentiel et le secondaire, et enfin trancher, juger, donc s'engager dans cette prise de recul. Troisièmement, la philosophie est une entreprise de définition. Il ne s'agit pas seulement de faire de la philosophie à coups de marteau, et comme dit Nietzsche, de renverser toute tradition qui mérite de l'être, mais il faut aussi faire réflexion sur le langage, se demander pourquoi on emploie tel ou tel mot, ce que tel mot veut dire, ce que tel mot véhicule en termes d'étymologie. Et donc philosopher, c'est savoir ce que l'on dit, essayer de se demander pourquoi on emploie tel mot, le mot par exemple de bonheur, plutôt que celui de plénitude, de béatitude. Et il faut aussi définir, c'est-à-dire faire tout l'éventail en fait, des sens possibles d'un terme. Pour reprendre l'exemple du bonheur, le bonheur peut se définir chez les épicuriens comme un plaisir sensible, le carpe diem, plaisir du corps. Tandis que pour un stoïcien, le bonheur va se définir essentiellement comme la satisfaction morale du devoir accompli. Et donc, on a ici déjà des définitions très différentes. On pourrait regrouper les épicuriens et les stoïciens en soulignant que tous deux définissent le bonheur comme ataraxie, absence de trouble, tandis que Jean-Jacques Rousseau, lui, pense que le bonheur se définit par la douce inquiétude de ne pas savoir encore ce qui nous attend. On voit à travers ces trois définitions se créer des tensions entre les sens que les gens donnent à certains termes, et ce sont ces paradoxes et ces contradictions, ces tensions qu'il faut d'abord mettre au jour. Va naître donc ensuite un problème. Quatrièmement, la philosophie se définit en effet comme la capacité à construire un problème. Il s'agit de mettre en avant des paradoxes. Paradoxa signifie en grec aller contre l'opinion commune, aller contre les évidences, aller contre les habitudes de pensée, le prêt à penser. Un paradoxe, c'est un raisonnement qui est presque absurde. Par exemple, pour le bonheur, on peut se demander avec Victor Hugo s'il y a un bonheur à être triste, et cela s'appellerait la mélancolie. Donc, est-ce que cela n'est pas un paradoxe que de pouvoir être heureux au sein d'une certaine forme de tristesse? Vous voyez, ici, vous pouvez aussi puiser dans la littérature pour trouver des exemples. La philosophie essaye de mettre au jour des scandales. Scandalon en grec signifie soit le petit caillou qu'on a dans la chaussure, soit une pierre qui se met au travers du chemin. Il s'agit de révéler ce qui fait scandale, c'est-à-dire ce dont on ne se scandalise pas, mais dont on devrait se scandaliser. Par exemple, de certaines formes d'injustice, de l'existence de la pauvreté, d'inégalité dans le monde du travail. Et donc il faut à ce titre faire preuve d'ironie. Et ironeia en grec signifie le questionnement. Socrate était maître dans cet art de l'ironie, c'est-à-dire qu'il posait des questions à ses interlocuteurs et aussi il les mettait en question. Par exemple, avec la caisse, il lui demande ce que c'est que le courage et il l'embrouille alors qu'il est censé savoir ce que c'est que le courage en lui établissant un certain nombre de distinctions entre le courage en temps de paix et le courage en temps de guerre. Est-ce la même chose? À force de poser des questions, Socrate finit par embrouiller ses interlocuteurs. Il se comporte comme une raie torpille, il les paralyse. Ou alors comme un taon. Il disait lui-même qu'il était le taon qui piquait les fesses du cheval qu'était la ville d'Athènes. Et donc la philosophie dérange, elle peut même faire rire, pousser au point de ridicule certaines thèses, créer des personnages qui sont extravagants, comme Calliclès, qui pense qu'il est bon que les forts exercent leur force sur les faibles. Et donc, un des buts de la philosophie, peut-être, c'est de créer cette autodérision. Et beaucoup de philosophes comme Nietzsche, ou comme Socrate, ou comme Schopenhauer ont insisté sur la dimension humoristique de la philosophie, sur la capacité à se déprendre d'un certain sérieux pour finalement faire tomber de leur piédestal donc des icônes, des idoles.
des dieux. Le dieu argent, par exemple, pour Karl Marx. Et donc la philosophie, ensuite, après avoir créé des problèmes, consiste à argumenter dans des sens divers, voire opposés, pour, avec méthode, suivre un cheminement logique. Il faut distinguer la philosophie du roman, de la littérature ou du journal, ou du petit discours au bonheur, la chance avec des amis, puisqu'il convient de construire, donc avec méthode, c'est-à-dire en suivant un chemin, odos, qui va au-delà des lignes habituelles, un méta qui est assez ambitieux, exigeant. Il faut suivre ce chemin qui mène à travers diverses thèses vers une conclusion. Alors la thèse, c'est ce que l'on pose, en grec, hein, thémi. L'antithèse, c'est ce qui s'oppose à la première thèse. Alors on n'est pas obligé de faire thèse, antithèse, synthèse pour faire un plan cohérent en philosophie. On peut d'abord avancer ce que l'on pense avec le plus de complexité et de sérieux possible, et ensuite voir les nuances dans un deuxième temps. Donc faire un plan avec, certes, on peut défendre que, mais il y a des nuances à apporter, et on va trouver les arguments pour nuancer la thèse, et les exemples pour l'illustrer. Et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt voir le sens du sujet ou le sens du texte en avançant que. Donc il faut obéir à une certaine logique, hein, il y a une certaine rigueur à avoir en philosophie. Parce que faire de la philosophie, c'est fonder donc, des certitudes, au moins provisoires. Et dernièrement, on peut souligner que la philosophie doit apparaître comme une forme d'engagement en première personne, selon des enjeux précis. La philosophie, on aurait pu commencer par là, signifie en grec l'amour de la sagesse. Philein signifie aimer et Sophia la sagesse. Donc elle est une quête perpétuelle de sagesse avec donc une dimension éthique, une dimension morale. Immanuel Kant, philosophe allemand du XVIIIe siècle, résume la philosophie à 3 grandes questions. Il dit d'abord qu'au plan théorique, on se demande que puis-je savoir, donc qu'est-ce que je peux connaître du monde d'un point de vue théorique, quelles sont les lois que je peux dégager. Deuxièmement, que dois-je faire, c'est-à-dire quel respect je dois avoir envers quelle loi et envers qui. Ensuite, que m'est-il permis d'espérer, c'est-à-dire la question des croyances, de la religion, mais aussi la question du progrès, par exemple dans les techniques. Et il dit que ces 3 questions se résument en une seule, qui font tout l'enjeu de tout raisonnement philosophique. Qu'est-ce que l'homme? Et donc, finalement, à l'horizon de tout questionnement philosophique, on demande ce que c'est que l'homme. C'est une anthropologie que l'on dresse, avec à la fois de la modestie et puis aussi une forme d'audace. L'enjeu de toute copie consiste à donner les répercussions de ce que l'on vient de défendre, soit sur d'autres concepts que ceux sur lesquels on vient de travailler, soit sur l'optimisme ou le pessimisme qu'on peut engager face au monde, soit sur la nature de l'homme, est-ce que c'est un être de raison, est-ce que c'est un être de passion, est-ce qu'il arrive par les techniques à se rendre comme maître et possesseur de la nature, est-ce qu'il y trouve des limites. Donc vous voyez qu'à l'horizon, il faut aussi poser les questions sociales et politiques en envisageant par exemple la question du bonheur collectif. Puis-je être heureux seul? Qu'est-ce qu'un bonheur qui ne serait pas partagé? Qu'est-ce qu'un bonheur qui serait immoralement obtenu? Donc il faut aller jusqu'à l'ampleur ultime de la question. Et donc la philosophie est une activité d'autoréflexion de l'homme sur l'homme, qui va de l'individuel, de l'intime, de ce qui nous intéresse, moi par exemple personnellement, mais aussi vous, et jusqu'à l'universel, jusqu'à la question des hommes en général, les hommes, tous les hommes. Donc on pourrait conclure en disant que la philosophie elle est à la fois modeste et audacieuse. Modeste parce qu'elle s'affirme seulement comme une quête de sagesse, une recherche sans être sage, mais aussi elle est audacieuse parce qu'elle se lance des grands objectifs. Les questions de la philosophie sont toujours placées au-dessus, en fait, on pourrait dire du plancher des vaches, dans un ciel peut-être un petit peu lointain et parfois surplombant. Et donc on ne peut pas y répondre tout à fait. Donc ce sont des questions inépuisables. Hegel parle de la philosophie comme de la chouette de Minerve. La chouette de la sagesse, la chouette d'Athéna, déesse de la sagesse, qui arrive toujours trop tard, les faits sont déjà là. Elle ne fait rien, la philosophie. Mais en même temps, elle éclaire les faits, elle donne leur articulation, elle questionne leur sens. Et cela, c'est une vaste tâche indispensable
à toute entreprise de connaissances.